Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, iBids, Gamned et pour partenaires médias AdTech News Redcard, pour partenaires opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Mobile et programmatique, enfin la maturité? Pendant près de 10 ans, parler du mobile dans l'univers du programmatique était une sorte de private joke avec la fameuse promesse devenue marotte. Cette année, c'est l'année du mobile. Aujourd'hui, sans conteste, le mobile est le vrai driver d'audience dans l'univers des médias digitaux, tant en nombre d'utilisateurs qu'en termes de temps passé. Le débat tourne aujourd'hui sur la maturité du marché publicitaire pour appréhender ce device et les opportunités business et créatives qu'il offre. Pour en discuter, David Folguera de Prisma Media Solutions, Guy Defeu-Ardent de Se Loger, Kevin Geffray de TradeLab, Guy Leflèvre d'AdClick. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Un sujet très important aujourd'hui, le mobile, puisqu'il drive la croissance en termes d'usage, mais également en termes de temps passé sur les plateformes digitales et sur les contenus digitaux. Et pour commencer, je vais parler d'une étude qui parle d'investissement publicitaire, puisque selon cette étude, en 2020, 76% des revenus publicitaires seront mobiles. Alors, est-ce que ça veut dire que les annonceurs ont adopté une politique de stratégie digitale mobile first? La parole justement à l'annonceur Guy, tu représentes Se Loger. Quelle est ta stratégie justement par rapport au mobile? Si on devait se fier aux structures de l'audience, oui, l'acquisition de Se Loger devrait être mobile first, puisque finalement c'est quasiment 60% de nos visites qui sont générées depuis des terminaux mobiles. Après, quand on regarde la conversion des supports desktop versus mobile, on s'aperçoit qu'il y a 2 à 3 points de différence. Donc, dans les faits… En faveur du desktop. En faveur du desktop. D'accord. Dans les faits, non, notre stratégie n'est pas mobile first. Néanmoins, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les apps. De manière générale, sur le marché, on considère quand même que les apps performent quand même beaucoup mieux que des sites mobiles. Et si je devais discerner un segment de croissance dans nos budgets, c'est clairement l'applicatif. Est-ce qu'on va vers du mobile first? Pas encore, parce qu'on a toujours ce problème de performance et que c'est un levier qui est déjà un peu plus compliqué que le desktop quand on rentre dans des opérations un peu complexes, genre de l'anti-churn, etc. Merci Guy. Kevin? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Guy. Moi, je vais distinguer 2 types d'annonceurs principalement. Les annonceurs qui sont déjà de base mobile first, type Uber, etc., qui sont déjà en tout cas dans cet écrin-là. Et la majorité des autres annonceurs qui viennent plutôt sur des écosystèmes assez morcelés, principalement du desktop. Et effectivement, aujourd'hui, le travail qui doit être effectué en fait, avec ces annonceurs, il est assez simple. C'est comment on arrive à revaloriser le parcours des utilisateurs dans un écosystème où on va avoir du mobile applicatif, du mobile web. Alors les annonceurs, effectivement, ils vont développer des sites responsives, ils vont développer des applications. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai que nous, on essaie de les accompagner vraiment sur la base user-centric, donc people-based, en mettant à disposition des technologies et des outils qui vont permettre de savoir que le pouvoir du mobile dans un parcours d'achat qui se termine sur desktop, il est là. Et ça nous permet derrière de créer toutes les dynamiques de business intelligence, justement pour valoriser le mobile à sa juste valeur. Merci Kevin. Guy, chez AdClick. Nous avons 2 Guy effectivement sur le plateau aujourd'hui. Mais donc chez toi, AdClick, en tant que trading desk indépendant, quelle est ton observation sur la stratégie, ou j'allais dire les arbitrages des annonceurs vis-à-vis du mobile? Bon, moi, je vais faire comme tout le monde. Je suis d'accord avec Guy, je suis d'accord avec Kevin. Non, il y a une chose, c'est que c'est extrêmement variable en fonction des annonceurs. Guy parlait de l'expérience utilisateur quand il est ciblé sur mobile et qu'il arrive effectivement sur Se Loger. On est dans un mode de consommation sur un produit quand même qui est quand même particulier, qui demande du temps, qui demande d'aller voir des pages, de se renseigner. Et effectivement, ne serait-ce que l'écran sur Se Loger est quand même plus important. Donc il y a un côté un petit peu teaser, peut-être que tu utilisais, je ne sais pas, sur Se Loger pour dire j'ai le bien qu'il vous faut parce que j'ai bien ciblé, parce que j'ai bien eu de la bonne data. Mais en fait, la consommation et le temps passé, et je le fais personnellement à la maison, fait que sur le desktop, c'est quand même plus efficace et plus UX, on va dire.
Après, c'est très variable en fonction des marques. Si je prends ma petite expérience sur nos clients, on accompagne Lidl sur des opérations de très géolocalisation, puisque c'est notre valeur ajoutée. Ils sont arrivés, après, ça fait 3 ans, sur toutes les ouvertures Lidl, ils sont arrivés à faire du mobile avec nous que depuis 6 mois. Il y avait des problématiques j'allais dire de confiance, de transparence. On est sur des niveaux de fraude qui sont quand même encore déments sur mobile. Il y a des fraudes aux fausses applications pour récupérer de la data, il y a des fraudes à la visibilité, il y a des fraudes au clic. Et ça, c'est un vrai sujet. Et les annonceurs, comme sur le programmatique, le RTB en 1900, enfin non pas en 1900, mais en 2011, il y avait une grosse défiance, on ne savait pas, les annonceurs, les marques ne voyaient pas tout. Donc la transparence, la qualité est un truc qui doit fonctionner, qui doit être poussé par les éditeurs. On a tourné vers Prisma, pour que effectivement les responsables chez SOG se disent je suis en confiance avec les environnements, le tracking, la visibilité, etc. Donc oui, il y a quand même une énorme appétence par rapport au device lui-même. D'abord parce qu'eux-mêmes consomment du mobile personnellement, et donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Membre de l'IAB, je suis sur Atli qui est au conseil d'administration de l'IAB. Le Digital at Trust est un truc quand même extrêmement important qu'on pousse, qu'on promeut au niveau des annonceurs et du marché. Et si je prends l'exemple de ce matin d'un rendez-vous que j'ai eu avec un très grand constructeur auto qui a décidé de ne mettre dans ses bases de ciblage de sites web ou d'appli que des sites Digital at Trust Verified. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi, absolument. Parole à l'éditeur justement, David. Côté éditeur, ce qu'on remarque, c'est que les revenus mobiles sont de plus en plus importants. Côté Prisma, on va être sur la moitié des revenus publicitaires sont aujourd'hui mobiles. Ce n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Donc on a encore un petit décrochage côté audience parce qu'on a plus de la moitié de nos pages vues qui sont faites en mobile, je dirais aux alentours de 70-75%. Donc il y a encore ces 15% d'écart, c'est même 20% d'écart revenus pages vues. Si les revenus augmentent, je n'ai pas l'impression en tout cas que ce soit parce qu'il y a une stratégie des annonceurs sur le mobile. À part quelques secteurs et quelques marques en particulier qui sont plus mobile first, comme les marques que tu as citées, ou bien tous les secteurs d'activité qui veulent rediriger en boutique, je pense aux concessionnaires automobiles par exemple, ou dans la distrib, qui sont toujours en tout cas essayer de ramener en tout cas sur des points physiques. À part ces secteurs-là, sur certaines campagnes, je trouve que si les revenus mobiles sont montés, c'est que le mobile se rapproche de plus en plus du desktop. Il y a beaucoup de formats maintenant qui sont homogènes. On retrouve du pavé, le bon vieux pavé qu'on a en desktop, il est maintenant sur tous les devices mobiles. Il y a énormément de formats type in-feed, des formats natifs. Donc en fait, aujourd'hui, on a essayé côté éditeur d'homogénéiser les formats. Et quand vous achetez ces formats-là, s'il n'y a pas de ciblage précis sur le mobile, de fait, vous allez pouvoir passer en 3 écrans. Donc c'est ça aussi qui fait que les revenus augmentent. Moins, on va dire, une stratégie pure, mais plutôt de notre côté aussi de faciliter l'accès à nos marques avec des formats homogènes sur l'ensemble des devices. Alors Guy, pour se loger en tant qu'annonceur, quelles sont tes attentes en termes d'indicateurs de performance dans l'univers mobile? On a évoqué tout à l'heure des niveaux de conversion qui étaient un peu plus efficaces au niveau de desktop. Néanmoins, dans cet univers, est-ce qu'il y a des attentes particulières dans l'univers mobile quand on est un annonceur? Dans l'univers du mobile, en termes d'attentes particulières, tout ce qui est mobile browsing, on harmonise avec le desktop. Le driver principal, c'est le coût par lead. Sur l'applicatif, ça a été différent. On a commencé par se dire, finalement, la vraie notion d'achat, c'est le coût par download ou le coût par install. Plutôt le coût par install. Et puis, on en est arrivé à des aberrations. En fait, on s'est aperçu qu'en challengeant à fond les coûts par install, on tombait très vite dans des opérations incentivées. Tiens, télécharge l'app Se Loger et puis tu auras 10 points sur ton jeu. Et évidemment, quand on a fait nos premières analyses par cohorte sur la durée de vie, on a un peu blémi. Et on a décidé de changer notre fusil d'épaule en disant mais pourquoi finalement le traitement des opérations applicatives serait différent du desktop? Et donc, on a décidé de pondérer le coût d'acquisition par les leads effectués sur 30 jours. Et comme ça, on arrivait à harmoniser avec la même méthodologie d'attribution que sur le desktop. Donc au final, on a quand même vachement harmonisé. Merci Guy. Kevin, point de vue de TradeLab? Nous, on travaille beaucoup justement avec les annonceurs. Déjà, il y a un premier truc qui est hyper intéressant, c'est avoir la capacité de comprendre leur stratégie pour essayer de remonter un peu plus haut et pas prendre ça directement vers le bas avec les KPI qui sont usuellement utilisés. Donc si on parle par exemple de Se Loger et qu'on veut faire de l'acquisition de leads, on va penser acquisition de leads.
Dans un deuxième temps, effectivement, en fait, il faut simplement avoir une adaptabilité des KPI de pilotage qui vont être faits sur les campagnes desktop, mobile, mobile app. Là, ça devient un autre sujet et nous, on aborde le sujet sur une partie plutôt data-driven où en gros, on va se mettre des enjeux, c'est des sortes de programmes ou projets qu'on va avoir avec les annonceurs tout au long de l'année pour mettre en place, notamment, j'en parlais tout à l'heure, le user-centric. Donc comment on va valoriser le mobile, non tenant pas compte du device sur lequel a été effectuée la conversion, mais du device d'exposition, là où on a ciblé l'utilisateur. Ça, c'est un premier point qui est hyper important et aujourd'hui, on travaille avec pas mal d'annonceurs sur différentes verticales, télécommunications, la grande distribution, etc., qui valorisent ce KPI et ce qui nous permet derrière d'avoir un arbitrage budgétaire beaucoup plus juste. Il y a un deuxième point aussi qui est hyper intéressant, c'est que le mobile, on parlait tout à l'heure un petit peu de géolocalisation, il est avec nous en permanence. Donc il y a aussi un désilotage à faire avec le offline. Et c'est vrai que quand on parle avec des annonceurs, quand on remonte un petit peu de manière globale et quand on sort un peu du digital, on se rend compte que c'est un indicateur qui est hyper intéressant à travailler. Voilà. Est-ce que ça a généré des achats en magasin? Est-ce que ça a généré des visites en enseigne? Et c'est un statut à faire entre, voilà, au final, mon média digital, il ne sert pas que mon écosystème digital. Et puis après, il y a une partie un peu plus innovation. Les KPI standards, type une visite sur un site, type un clic sur une bannière, sont amenés à évoluer. Sur le mobile, ce n'est pas la même chose. On est beaucoup plus bousculé dans son parcours utilisateur quand on clique sur une bannière. La bannière prend beaucoup plus de place. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur des dynamiques où on va recentraliser la valeur publicitaire, la découverte de l'univers d'une marque par exemple, à l'intérieur d'un format publicitaire. Et donc l'utilisateur, lui, va découvrir le produit à l'intérieur de la bannière s'il a envie de le faire. Donc on est moins intrusif. Et derrière, s'il a consommé le contenu qui est à l'intérieur d'une bannière publicitaire, on va dire, voilà, là, il a découvert l'univers de marque. Et ça, c'est des nouveaux indicateurs qui sont extrêmement précieux et qui vont être les indicateurs, je pense, de demain sur la partie mobile. Des indicateurs d'engagement. Des indicateurs d'engagement qui vont remplacer une visite sur un site desktop, par exemple, ou un simple clic sur une bannière. Merci Kevin. Guy, chez AdClick. Non, merci. Alors, c'est intéressant parce que c'est une vue de nos clients, si je prends Lidl ou Darty avec qui on travaille, ou même Renault en région. Alors, on a beaucoup moins d'experts et de technos que Kevin et chez TradeLab. Mais ce qu'on voit au quotidien, vraiment en pratique opérationnelle, c'est que nos contacts ont besoin effectivement d'un indicateur précis, comme Guy chez Se Loger, et qu'il y a un effort à faire du côté annonceur aussi, du côté client. Et ce n'est pas toujours très facile de pouvoir avoir, le temps de mettre en place un tracking fiable, précis, mesuré, checké avant, avec de l'A/B testing ou autre. Et que finalement, on est, pour la marque, nous, on est juste, c'est pas notre argent, c'est quand même le budget du client. Et qu'on est là pour transporter au mieux, effectivement, des internautes et prospecter sur la partie géologue, sur des zones très précises. Et que la mesure qui nous est demandée, de notre côté, c'est à minima déjà de travailler sur la visite et le taux de visite chez le client. Et puis d'essayer de mesurer un peu le temps qui passe, ce qui charge, ce qui download, etc. Donc, ouais, le tracking est quand même, je trouve, moi, un peu complexe. Je n'ai peut-être pas encore tous les atouts pour ça. Mais il faut pouvoir mettre en place un tracking très précis. On parlait de la banque assurance tout à l'heure. On a travaillé avec la BNP, on a travaillé avec certaines marques. Impossible de mettre quoi que ce soit sur leur site. Je ne vois pas comment on peut mesurer et optimiser surtout. Parce que la mesure, c'est une chose. Mais d'avoir un indicateur d'optimisation. Nous, on ne travaille pas sur le taux de clic. On travaille sur l'optimisation des visites, qualifiées, évidemment. Donc voilà, donc c'est compliqué. Merci Guy. David, sur justement les attentes des annonceurs sur tes sites mobiles, c'est quoi les remontées que tu peux avoir? En fait, il y a deux univers qui sont très différents. Il y a le web mobile et l'applicatif. Et il y a vraiment une barrière technologique entre les deux. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'applicatif, c'est un univers qui est très fermé, où le tracking est beaucoup plus compliqué. Du coup, ça limite beaucoup ce que vous pouvez mettre en place, les exigences que peuvent avoir les annonceurs. Donc, en gros, on va être sur la partie web mobile, plutôt sur des KPIs sur lesquels on est en desktop, en display 3 écrans. On est sur de la visibilité, on est sur de la couverture sur cible, on est bien sûr sur du clic, de l'engagement, on est sur de la brand safety. Sur applicatif, c'est beaucoup plus limité. La visibilité, c'est très compliqué à mesurer. Il y a des initiatives qui arrivent sur... ADX.txt sur l'applicatif va arriver, la visibilité c'est en train d'arriver comme on le disait, intégrer de la data sur appli c'est compliqué, donc sur applicatif je dirais que ça se limite beaucoup finalement à encore du taux de clic, plutôt sur la partie performance pure et moins sur des KPIs d'engagement comme on peut avoir sur la partie desktop et web mobile. Merci David. On a évoqué justement sur ces différents indicateurs les notions de géolocalisation.
Et selon une étude que j'ai vue passer, une étude de ThinkNear, spécialiste de la géolocalisation, seuls 30% des données de géolocalisation seraient exactes. D'où ma question, naïve peut-être, peut-on se fier aux données mobiles? Qui veut répondre? Non, non, c'est un peu brutal. Les données de géolocalisation, en tout cas de celles que nous on voit... C'est une plaisanterie le nom ou c'est une réalité? Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, mais... si tu étais en train de scier la branche sur laquelle tu étais assis. Non, non, je ne scie pas la branche, simplement à un moment donné, nous de notre côté, on est un maillon de la chaîne et les données qu'on reçoit pour pouvoir effectivement répondre aux bid requests qui viennent de chez nos amis Premium, Adex, Prisma, sont les données des éditeurs. Ça, c'est le premier truc. Si l'éditeur m'envoie une information sur mon DSP qui me dit cet internaute-là, il est bien à Grenoble, pardon, c'est là où je suis né, lac longue, ville, code postal et autres, je mets une enchère, ça me va, je suis assez rassuré sur le sujet. À condition que ces données soient bonnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est que les informations viennent de l'éditeur d'abord, first. Alors, si elles sont saucissonnées et crunchées dans tous les sens par le SSP, l'ADEX, le DSP et autres, effectivement, je ne vois pas. Donc, la réassurance par rapport à ça, je pense que la plupart des données sont quand même bonnes, mais il faut la croiser avec les bases Digital Element de nos DSP, les bases GPS de notre DSP mobile, etc., de manière à pouvoir avoir une finesse et une granularité qui fait que même si nous, on n'a pas de problème de diffusion parce qu'on fait des choses très fines, donc quand j'ai une diffusion sur Bourg-en-Bresse, sur 5 km autour du point de vente, je n'ai pas des volumes de dingue parce qu'on fait évidemment des stratégies très premium sur des ex-premium pour être dans des univers de qualité. Du coup, on n'a pas de difficulté de volume. Mais sur des campagnes pour certains autres acteurs un peu importantes en termes de volume, ils peuvent avoir énormément de bid requests qui sont refusés parce qu'ils décident de le refuser s'ils n'ont pas cette information de géologue. C'est très clair. Ton avis côté éditeur, justement, David? Merci. Nous, notre travail, c'est vrai que c'est une donnée très particulière dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, une donnée très sensible. Nous, notre boulot, c'est première chose, de récolter le consentement en informant l'internaute s'il est OK pour nous donner cette donnée-là. Ensuite, cette donnée-là, elle se récupère par différents biais. C'est soit il y a des systèmes de beacon avec des balises pour récupérer la donnée, soit on est plutôt sur un système GPS où là, c'est de la triangulation en fait d'antennes en fait pour récupérer l'info, ou bien c'est soit sur du Wi-Fi parce que chaque hotspot a une adresse postale qui lui est propre. Donc la donnée finalement elle est assez simple à récupérer, elle est assez précise, après elle est plus ou moins précise en fonction du nombre de signaux qu'on récupère pendant la journée. On peut récupérer jusqu'à 10 signaux en 1 heure, donc voilà, en fonction de la demande et des demandes qu'on a. Donc la donnée, à mon sens, j'étais assez étonné, moi, sur les 30%, honnêtement. Donc, ça me paraît peu aussi. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir une déperdition ensuite quand on envoie ces infos-là pour que vous puissiez justement la bosser côté DSP. Mais pour ma part, moi, j'étais assez étonné de ces 30%. Je suis d'accord. Donc, étude de ThinkNear, que vous pourrez vérifier sur Internet. Kevin? Moi, en tant qu'acheteur, c'est un peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que moi, je reçois les données de localisation et je n'ai aucun moyen de voir à un moment donné. Je mets une enchère sur un filtre spécifique et derrière, je décide ou pas d'afficher si j'ai confiance en partenaire. Il y a 2 points qui sont hyper importants de toute façon et David en a parlé. Être le plus proche possible de la donnée permet de s'assurer de sa qualité. Ça, c'est un principe de base. Donc nous, quand on travaille avec nos partenariats éditeurs et qu'on récupère de la donnée, qu'elle soit géolocalisée ou pas, le fait de pouvoir la processer, d'avoir une chaleur de la donnée et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut derrière et de vérifier qu'elle est effectivement qualitative, c'est un point très très positif. Sur un open market, ce n'est pas forcément possible à chaque fois. Donc nous, ce qu'on fait sur ce point-là précisément, notamment au niveau du ciblage, c'est qu'on essaye aussi d'intellectualiser le fait de cibler ou pas des utilisateurs et l'intérêt de cibler un utilisateur quand il est exactement à un point précis dans cette rue. Est-ce que ça a un intérêt pour l'annonceur? Est-ce qu'une zone de chalandise se limite à un radius de 100 mètres ou est-ce qu'une zone de chalandise, on va être sur 2, 3, 4 km? Quand je vais acheter un véhicule, je suis prêt à prendre mon véhicule actuel pour aller me déplacer en concession. Donc probablement déjà, on n'est pas sur une géolocalisation forcément hyper précise. Le deuxième point, c'est plutôt des process et des méthodologies qui vont permettre
d'avoir des sortes de filtres pré-bid qui vont aller vérifier et croiser la donnée, tout simplement, en disant, bah voilà, on va croiser un code postal avec une ville, avec une donnée géolocalisation. On va aussi vérifier la source de données et on va être en capacité de se dire, bah voilà, peut-être qu'il y a des points centroïdes, donc je vois des gens qui sont ciblés trop souvent au même endroit. Et ça va nous permettre derrière d'avoir une qualité de la donnée et un ciblage qui va être fin et dont on a une sûreté assez forte, en tout cas que la géolocalisation est bonne. Après, effectivement, quand on rajoute ces filtres-là, on ne perd pas forcément 70% des données de géolocalisation. Donc ça dépend vraiment, à vérifier en détail comment c'est fait, dans quel cadre c'est utilisé, mais nous, ce n'est pas ce qu'on observe, pas un tel distinguo en tout cas. Merci Kevin. Guy, pour se loger en tant qu'annonceur, la géolocalisation, tu t'en sers? Alors, déjà en tant qu'annonceur, nous on a une véritable chance, c'est qu'on a de la donnée first. Et on a même un peu de user-centric. Donc on est capable de s'extraire de certaines limitations techniques. Ça vaut pour tout ce qui est réengagement, retargeting, etc. Quand on arrive sur du reach, ou ce qu'on appelle du reach, où on va s'adresser à des bassins d'audience qui ne nous connaissent pas encore, là c'est plus complexe. Je sais que la politique, nous en interne, c'est de ne pas trop faire confiance. On privilégie plutôt des campagnes nationales avec un beau message branding en évitant trop la géoloc, alors qu'on le fait par contre sur le reach desktop et parfois mobile. Alors justement, pendant nos conversations, on a beaucoup parlé de deux univers, l'univers web, l'univers app. D'un point de vue programmatique, c'est quoi la différence entre ces deux univers, d'un point de vue peut-être business model, usage de la data, voire optimisation? Guy? Ben, j'ai pas mis de réponse sur mon papier que j'avais préparé, parce que moi je prépare bien les émissions. Alors improvise, fais du jazz. Je fais une improvisation totale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que Kevin avait beaucoup plus. Mais bon. Non, plus sérieusement, j'ai sorti juste ce matin des stats sur les diffusions des campagnes Lidl sur les 30 derniers jours. Etc. Et on a une très grande majorité des volumes d'impression qui ont été diffusés sur app. Une petite partie sur web mobile. Alors, il y a deux cas de figure. D'abord, parce qu'on a peut-être le reach, pour rejoindre ce que disait Guy, on a un reach peut-être plus important. Deux, on a de la qualité aussi, parce qu'en fait, pour aussi rassurer les marques et être rassurés nous-mêmes, on passe beaucoup par des deals. Et donc, on fait des deals avec Prisma, on fait des deals avec différents ADEX pour être sûr de la qualité des apps qu'on diffuse. Mais après, c'est une question de consommation et de setup du trader. C'est-à-dire que si le trader a décidé de faire de la quali parce que le brief du client, je rejoins ce que disait Kevin sur comprendre d'abord les attentes de la stratégie de la marque, dans ces cas-là, si la stratégie est orientée plutôt qualité, bande safety et autres, bon, on va plutôt effectivement shooter des app news ou autres en fonction de la cible. Donc, je n'ai pas de grosse différence et on fait plus du constat qu'autre chose. Je pense qu'il y a une grosse consommation d'app, mais en fait, on en a tous 47 sur notre mobile et on en consomme 3 par jour régulièrement, la chaîne météo, les news et l'équipe, simplifié. Bon, bien sûr, Géo, ça m'intéresse, et téléloisirs. Et téléloisirs, évidemment. Oui, enfin bon, j'ai passé 5 ans chez Prisma, donc évidemment, bien sûr, sur Géo, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que voilà, donc je fais plus un constat qu'autre chose. Il y a peut-être des expériences plus importantes chez Kevin, mais voilà, je n'ai pas de très grosse différence entre les deux. Et après, c'est la mesure de est-ce que l'app a généré plus de visites et donc plus d'engagement que le web mobile. Bon, voilà, on a plus de formats aussi possible. Bon, là, il y a aussi ces notions-là. La parole à toi, Kevin, puisque tu es également Trading Desk. Après, je te la donnerai, David, et on terminera par Guy de Se Loger. Bien, comme d'habitude, je suis d'accord avec toi, Guy. Lequel? C'est poli de bureau. C'est pas mal comme truc, hein. Tout à fait d'accord. Non, la différence, effectivement, c'est il y a plusieurs types. Il y a des signaux, effectivement, qui sont différents sur applicatif. On peut parler de la géolocalisation. Après, effectivement, nous, l'utilisation qu'on en fait et le split qui est fait, il est dépendant de la stratégie de l'annonceur. On fait aussi avec les contraintes techniques. On parlait tout à l'heure de la viewability. Ça fait une différence aussi lorsqu'on veut derrière avoir des indicateurs spécifiques, ou alors on va avoir la possibilité d'aller discuter sur d'autres indicateurs qui vont nous amener derrière à ouvrir sur l'univers applicatif. Quand on parle d'app engagement, ça va être un peu le même sujet. On va être dépendant des outils tiers qui vont être en capacité de réconcilier la donnée. Donc peut-être que le web mobile n'est pas forcément le plus à même de pouvoir répondre à ces problématiques. Après, il y a un vrai sujet qui est un peu plus large que ça, qui est lié à l'audience. On parle quand même toujours de l'utilisateur et de la communication qui va lui être faite. Et la problématique qu'on voit souvent chez les annonceurs qui activent en silo beaucoup d'apps, beaucoup de web, on a de la surexposition publicitaire. Et quand on regarde derrière l'overlap qui est créé,
il y a de la destruction de valeur parce qu'on va surexposer 18 fois un utilisateur qu'on a déjà vu en app, qu'on a déjà vu en web mobile. Et la maîtrise, en tout cas, de l'exposition, c'est un vrai sujet. Il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est que de facto, sur les applications, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus adaptée, comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'application Se Loger. Et on a une possibilité en termes de communication et en termes de contenu, donc les bannières qui sont diffusées, les messages qui sont diffusés, beaucoup plus importante. On va pouvoir être beaucoup plus créatif et quand on travaille derrière nous, c'est pas notre job aujourd'hui de travailler avec les agences créa, mais on travaille plutôt sur de la creative technology et du data driven. On va pouvoir commencer à travailler sur des scénarisations avec des messages hyper riches où on va intégrer de l'animation, etc. Et c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte lorsqu'on s'adresse à des utilisateurs. Parce que d'un, c'est différenciant, et puis deux, il y a un vrai lift incrémental derrière sur la mémorisation, sur la performance aussi qui va être générée. Et donc ça, c'est plutôt au profit de l'applicatif. Après, le reste, c'est un ensemble c'est un espèce de sac de nœuds, il va y avoir quelques restrictions. Le but, c'est d'essayer de coller le plus à la volonté de l'annonceur et aussi de l'amener à prendre conscience de certains sujets pour derrière délivrer la meilleure campagne, sachant qu'on reste, et il faut en être conscient, c'est un smartphone pour un utilisateur, et c'est ça la base du truc. C'est-à-dire, on va cibler un utilisateur. L'environnement, c'est une problématique technique qui peut être résolue avec de la technologie. Merci Kevin. David, toi, ta vision du côté éditeur sur justement ces deux univers, comment tu la gères d'un point de vue business model, optimisation et usage de la data? Pour nous, c'est vraiment scindé. Dès qu'on veut faire des optimisations, des nouveautés sur applicatif, c'est la mise à jour de SDK. Donc tout ça, ça doit être après uploadé, mis à jour par les utilisateurs. Donc toutes les nouveautés prennent beaucoup plus de temps. Fraude au SDK aussi, pardon. Sur la partie fraude, il y a énormément de fraude au SDK. En fait, le web mobile, pour moi, c'est du web. Tout commence à être bien normé, la visibilité, la fraude, ADS.txt, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sur l'applicatif, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je pense que sur des campagnes applicatives, quand vous achetez, je ne sais pas comment vous mesurez la visibilité, mais en tout cas, si l'éditeur n'intègre pas un SDK de visibilité sur son appli, vous ne pouvez pas le mesurer. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de savoir ce que vous achetez vraiment, étant donné qu'il peut y avoir des fraudes à l'URL, étant donné qu'il n'y a pas le protocole ADS.txt qui est mis en place. Voilà, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui... une meilleure expérience utilisateur, mais pas forcément une meilleure expérience publicitaire d'un point de vue les gens, nous, ce qu'on constate côté éditeur, c'est que les campagnes qui tournent sur applicatif, c'est une stratégie on a choisi d'acheter de l'applicatif. Quelqu'un qui passe sur nos pages en web mobile, il n'a pas forcément ciblé du web mobile, il a ciblé une marque à l'intérieur de laquelle il va pouvoir passer en desktop ou web mobile. On peut bien entendu cibler le web mobile comme du desktop, mais il peut très bien passer parce qu'il veut être dans cet environnement-là pour toucher cette population-là sur cette marque. Acheter de l'applicatif, c'est décidé, c'est un tracking qui est particulier, c'est un parti pris différent. Et on est sur des univers complètement différents. On est peut-être moins sécurisé sur tous les sujets qu'on a vus. On est plus, pour moi, sur des logiques de performance, téléchargement d'appli, par exemple. On est beaucoup plus, on va dire, sur des notions de performance et moins d'engagement. Et acheter de l'application, c'est vraiment un sujet, à mon sens, à part versus le web mobile. Alors justement, Guy, puisque tu achètes en tant qu'annonceur dans le mobile, quel est ton arbitrage entre l'univers web et l'univers applicatif, même si tu as déjà donné des éléments de réponse, David? En fait, je suis assez d'accord avec ce que David dit. Il y a déjà des limitations techniques qui font que pour nous, c'était plus facile de passer par du web browsing, ou enfin du mobile browsing, et pas forcément de l'applicatif. Après, cette question, on peut se la poser aussi en termes d'enjeux pour l'annonceur. Nous, on a assez peu d'enjeux sur la mise en avant de notre version responsive de site parce que on drive au coût par lead et que ça convertit moins, donc c'est une grosse contrainte au prix d'achat. On préfère générer de l'achat applicatif. On trouve que en plus c'est plus stratégique avec les Google Home, etc., qui doivent un moment relayer sur un écran. On se dit que l'app là-dessus a quand même beaucoup plus de valeur qu'un site web. Ce qui fait qu'au final, on est obligé de prendre cette décision, ce choix d'arbitrage au regard de notre objectif, assez logiquement. Et on mène en ce moment des tests pour savoir, en termes de performance de download et de fidélisation et d'engagement de l'utilisateur, quels sont les leviers les meilleurs. Et dans ces tests,
c'est vrai qu'on a l'impression que la partie mobile browsing est quand même plus maîtrisée technologiquement. Sur l'app, il y a quand même... je vais pas dire, allez, je vais le dire, il y a quand même pas mal de fraudes, il y a quand même pas mal de margoulins. On est là pour tout dire. Même si c'est le Politburo. Ouais, c'est un domaine qui est un peu, enfin c'est plus touchy. Et on a eu des mauvaises expériences et on se dit qu'il y a peut-être encore un peu de maturité à avoir sur ce truc-là avant de vraiment pouvoir commencer à investir massivement. En fait, c'est un marché qui est beaucoup plus petit. Donc les technos, elles arrivent principalement sur la partie browsing. On va en parler juste après, j'imagine. Et tous les acteurs technologiques qui développent des outils, qui mettent en place tout ce qu'on a évoqué, la visibilité, la brand safety, commencent à le mettre en place sur la partie web mobile. Il y a à peu près, moi je pense, 24 mois de retard, au moins 2 ans de retard entre ce qu'on voit arriver sur l'applicatif par rapport à l'univers web mobile, tant sur la monétisation que sur les technologies annexes qui nous permettent tous de bien travailler. Et voilà, l'écart, il est juste là. Donc ce qu'on a connu sur le web il y a quelques temps, c'est déporté sur la partie applicative aujourd'hui. Tous les sujets un peu dark qu'on évoquait, qui existaient il y a quelques temps sur la partie web, voilà, c'est quasiment des non-sujets, ça n'existe quasiment plus ou vraiment à la marge. Tout ça, ça s'est déporté, je trouve, un peu sur la partie applicative, mais voilà, tout est en route pour que tout soit clair. Quand on essaye de travailler, bon, la fraude, c'est un vrai sujet pour le coup, qui est localisé à travers les différents partenaires. C'est difficile parfois de remonter la chaîne de valeur. Après, c'est aussi le rôle, moi je trouve, et Guy me dira ce qu'il en pense, mais je trouve que c'est aussi au rôle des acheteurs derrière de ne pas forcément attendre l'avènement d'une technologie qui va permettre de faciliter tout et d'avoir tous les filtres disponibles, mais aussi à nous de pouvoir répliquer des méthodes qui ont été utilisées sur le browsing ou d'ailleurs de créer des méthodes sur l'applicatif pour aller justement identifier comment on achète des environnements qualitatifs. Ça peut se faire de manière commerciale à travers des partnerships avec Prisma par exemple. On va acheter des inventaires dont on est sûr de la qualité. Et puis ça peut se faire aussi côté DSP, en travaillant avec de la donnée brute, en ayant la capacité de savoir, bah oui, j'ai un taux de clic de 15%, a priori, c'est... À travers des systèmes de Deal ID, par exemple ? Alors, des systèmes de Deal ID, tout à fait, et également à travers des systèmes où on va remonter de la donnée brute sur des campagnes pour, au fur et à mesure, avoir un entonnoir où on va garder que les inventaires les plus qualitatifs et ceux dont on est sûr de la performance. Et ça, pour le coup, l'app download, ça a été un vrai sujet, parce que nous, on a très peu travaillé cette partie-là, on fait quasiment exclusivement que de l'app engagement, pour vraiment avoir un niveau extrêmement profond de ce qui se passe. Et quand on regarde l'engagement d'un utilisateur sur une diffusion applicative, soit sur un site mobile ou soit sur une application, bah déjà on a un peu une idée de ce qui se passe. On sait très bien que plus il y a d'engagement au fond de funnel, plus il y a d'engagement, un achat, un lead, etc. On sait qu'on est sur un environnement qui est a priori plus qualitatif d'un autre environnement où on va avoir beaucoup de downloads et rien du tout après. Nous arrivons à la fin de notre débat et la dernière question sera pour l'éditeur, puisqu'il y a eu un phénomène sur le programmatique qui a quand même été bénéfique pour le monde des éditeurs, et parce que pendant très longtemps, ça fait presque 10 ans que le marché programmatique existe, et pendant très longtemps, les technologies étaient pour le compte des acheteurs, donc annonceurs, agences trading desk, et très peu pour les éditeurs. Et depuis 2 ans maintenant, on évoque cette technologie du header bidding qui a permis sur le desktop de voir des augmentations de revenus en moyenne entre 20 à 30%. Qu'est-ce qu'il en est de ce phénomène sur le mobile ? Toujours le même sujet. Sur le web mobile, on est sur la partie web, donc le header bidding fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met une impression disponible, qu'elle soit sur le web mobile ou sur desktop, on va la proposer aux enchères à l'ensemble des acheteurs du marché en temps réel. Donc là-dessus, pas de problème, ça fonctionne déjà depuis très longtemps. Sur la partie applicative, c'est un environnement qui est différent. Donc aujourd'hui, le header bidding applicatif n'existe pas. Il semblerait que les premières avancées, les premières solutions vont commencer à arriver courant 2019. Aujourd'hui, historiquement, on fonctionnait encore sur l'applicatif jusqu'à il y a très peu de temps encore sur des systèmes de cascade où on a appelé un partenaire parmi tant d'autres. Donc, ce qui n'aide pas justement pour tous les sujets qu'on a évoqués par ailleurs. On est un peu à mi-chemin. Aujourd'hui, nous, on bosse un système de médiation. Système de médiation, c'est quoi? C'est qu'on est toujours sur un système de cascade. Par contre, on va pouvoir avoir différents appels publicitaires où on va pouvoir avoir des jeux de cascade différents. Au sein d'un même SDK, je vais pouvoir interroger 5-6 partenaires à un niveau de prix, à un autre niveau de prix, et je vais pouvoir optimiser ça. Donc en fait, c'est l'entre-deux avant de pouvoir interroger tout le monde en même temps sur la partie applicative. Ce qui est clair, c'est que ça va être
une bonne aide pour nous en tout cas, ça va être plus simple à gérer. Et en parallèle de cette techno-là, moi je mise aussi beaucoup sur la mise en place de la visibilité sur appli, la mise en place de tout ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus sécure sur les environnements, même si je trouve que, et je pense que le moyen le plus sécure finalement, c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, c'est de se rapprocher au plus près de la source. Les sources de qualité, on les connaît. Donc dès aujourd'hui, on peut se prémunir de beaucoup de choses en contactant directement les gens qui bossent la qualité. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons nous séparer. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés sur le mobile et le programmatique. Plus question de parler d'année du mobile. Non. Il est question aujourd'hui de maturité et merci de nous avoir ouvert des pistes pour justement la trouver, cette fameuse maturité. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour du mobile et du programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La conversion est plus importante sur desktop que sur mobile, ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup d'annonceurs n'ont pas encore adopté la stratégie du mobile first dans leurs investissements publicitaires programmatiques. 2. L'environnement applicatif est plus adapté pour une expérience utilisateur optimale, néanmoins, il est moins adapté pour une expérience d'implémentation publicitaire optimale, et ce, comparé à l'environnement web mobile. 3. Les indicateurs clés de performance sont très variables en fonction des contraintes des annonceurs et des possibilités de tracking. Notamment, c'est le cas dans le secteur banque et assurance où la pose de tag nécessaire au suivi des campagnes est souvent proscrite. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Cybids, Gamned pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News, Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.